Alors, bon midi. Merci de vous joindre à nous ce midi pour la conférence sur la lipodystrophie et le diabète de type 1. La lipodystrophie peut paraître un mot un peu chinois, mais on va décortiquer un petit peu le tout aujourd'hui pour s'assurer qu'on puisse, dans le fond, vous décortiquer pour que ce soit plus simple dans votre quotidien puis de savoir un petit peu c'est quoi, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis pourquoi c'est important de s'y méfier, parce que ça a un impact important sur le contrôle de votre diabète. Donc, je me présente, Tammy Cadieux. Je suis infirmière spécialisée en diabète depuis maintenant près de 18 ans. Je travaille au Centre de médecine métabolique de la Nodière depuis 2006. On a ouvert un centre dans le but d'offrir un service de qualité à la clientèle atteinte de diabète, atteinte de maladies chroniques comme l'obésité et l'hypertension. Dans le but aussi d'offrir une plateforme qui permettait aux patients de venir chercher beaucoup de formation pour être capable de prendre en charge la maladie plutôt que de remettre dans les mains des intervenants. Je suis accréditée aussi au niveau de l'obésité et je suis certifiée dans les différentes pompes à insuline sur le marché. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de diabète de type 1 sans parler d'injection d'insuline, puis c'est le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut passer par les injections d'insuline pour se rendre à la lipodystrophie. Donc, la lipodystrophie et les injections d'insuline vont ensemble si on se préoccupe du contrôle glycémique qu'on peut avoir avec le temps. Donc, l'injection d'insuline, tout confondu, peu importe le mode d'administration, qu'on parle de seringues, il y a encore quelques patients qui utilisent les seringues malgré la facilité des autres modes d'utilisation ou d'administration, que ce soit des stylos à cartouche, que ce soit des stylos pré-remplis. On le sait qu'il s'en vient également des insulines à plus longue action, comme par exemple une fois par semaine, qui vont nous permettre d'utiliser d'autres stylos injecteurs. Et on a aussi les injections d'insuline via les cathéters de perfusion qui vont bien sûr avec les pompes à insuline. Les différents modes vont nous amener aux mêmes complications si on ne respecte pas les mêmes, dans le fond, précautions à faire quand on fait une injection d'insuline. Tout d'abord, je pense que sécurité numéro 1, peu importe le mode d'administration de l'insuline, ce qui est super important, c'est bien sûr de vous assurer de ne jamais être sur le pilote automatique. C'est souvent quelque chose qu'on fait. On se dit, ah, il faut que je m'injecte mon insuline du repas, on sort les outils, on s'injecte, on passe au suivant. Je pense que le pilote automatique égale danger parce que plus on fait les choses automatiquement, puis moins on prend le temps d'analyser toutes les choses autour, tous les environnements qui pourraient nous amener à reconsidérer, par exemple, la quantité d'insuline qu'on va se donner, que ce soit parce qu'on a consommé de l'alcool, que ce soit parce qu'il y a du gras dans notre repas, qu'il n'y a pas assez de protéines, pas assez de glucides, qu'on va faire une activité physique ou qu'on a fait un hypo juste avant. Donc, il y a un paquet de facteurs comme ça qui sont super importants dans le réflexe de dire, bien, je m'arrête, je prends quelques minutes et je décide la quantité d'insuline que je vais me donner. Mais il n'y a pas juste la quantité qui est importante, mais tout l'environnement. Donc, est-ce que j'utilise le bon outil au bon endroit? Et c'est vraiment tout ça qu'on va décortiquer pour s'assurer que le pilote automatique ne devienne pas un danger et qu'il ne vous amène pas à être à risque un peu plus tard. Je vous dirais que c'est la même affaire que quand on conduit notre auto. Je ne sais pas si vous avez des jeunes à la maison ou vous-même, vous débutez votre conduite automobile, mais au début, les stops, on les fait pendant 3 secondes. On regarde à gauche, à droite, à gauche, on regarde partout, on s'assure avant de décoller. Maintenant, on ralentit, tout est beau, on continue. C'est un peu le même principe avec l'injection d'insuline. Je pense que c'est important de revenir à la base puis se dire, OK, je pense que si je veux avoir un bon contrôle, il faut que je fasse les choses de la bonne façon pour éviter d'avoir des complications. Un des facteurs principaux dans la sécurité, je m'excuse, j'ai avancé trop vite, c'est bien sûr de s'assurer qu'on fait les affaires de la bonne façon, puis dans tous les aspects de cette réflexion-là. Premièrement, est-ce que j'utilise le bon outil? Est-ce que je vais me donner la bonne quantité? Est-ce que je vais l'injecter à la bon endroit, au bon moment de la journée, c'est-à-dire avant mon repas plutôt qu'après le repas, ou par exemple avant de me coucher ou un peu n'importe quand dans la journée, puis m'assurer aussi que ma technique soit adéquate. On n'aura pas le temps de voir tous ces points-là aujourd'hui. On va vraiment s'assurer de répondre à un critère qu'on a parlé tantôt, c'est la lipodystrophie, qui vient au bon endroit. Donc, c'est où je dois m'injecter, comment je dois le faire pour m'assurer que je respecte et que mon insuline soit bien absorbée. Donc, ça veut dire quoi, c'est le bon endroit? Premièrement, on ne peut pas injecter n'importe où sur notre corps. On a des endroits prédéterminés. C'est important de savoir sont où, puis à savoir est-ce que moi,
avec la dextérité que j'ai, je suis capable d'utiliser chacune de mes zones. Est-ce que je le fais de la bonne façon pour que je puisse m'assurer que mon injection va être sous-cutanée, donc sous la peau et non pas dans un muscle, et m'assurer que l'endroit que je vais choisir va également être un endroit sain, donc ça veut dire avec une peau saine, sans aucune particularité. Si on va de l'autre côté, c'est quoi un mauvais endroit? Je pense que ce qui est important de découvrir, c'est d'apprendre à regarder l'endroit où vous allez vous injecter, apprendre à analyser les endroits. Ça veut dire qu'il y a les zones qui sont bonnes pour vous, il y a des zones qui sont recommandées par des lignes directrices, on va les voir un peu plus tard, qui sont souvent l'abdomen, le bras, les cuisses, les fesses. On peut avoir le bas du dos. Il y a des gens pour qui on va dire le bras n'est pas une bonne option parce que vous n'allez pas l'installer à la bonne endroit. Et quand on voit que la peau est abîmée, que ce soit les vergetures, que ce soit des rougeurs, des petits bleus, là, des ecchymoses, qu'on ait des bleus, qu'on ait des bosses, qu'on ait des creux, qu'on ait des cicatrices, ce sont tous des endroits qui sont à éviter. Souvent, au début, on ne sait pas trop. Je pense que c'est important de vous assurer, quand vous allez voir votre professionnel de la santé, de regarder avec cette personne-là, est-ce que l'endroit que je choisis est une bonne place ou c'est plutôt un mauvais endroit? Il faut aussi regarder, quand on choisit notre site, s'assurer que cet endroit-là, il est propice à une injection sous-cutanée et non pas une injection intramusculaire qui, elle, va amener une absorption de l'insuline différente de ce que l'on veut, qui va pouvoir vous amener à des risques d'hypoglycémie beaucoup plus rapides ou imprévus. Donc, on va essayer d'éviter les mauvais endroits. Souvent, quand j'en parle avec mes patients, je vous dirais, la majorité du temps, ils vont me dire oh, ben, je m'injecte comme tout le monde, à la même place. Mais c'est quoi ça, comme tout le monde, à la même place? Quand je parle de problématiques d'injection, souvent les gens n'ont pas pris le temps d'analyser ou n'ont juste pas les connaissances nécessaires pour dire ah oui, tu as raison, cette place-là, ce n'est pas une bonne place pour moi. Donc, c'est important de prendre le temps avec votre professionnel de la santé d'aller décortiquer cette place-là. Dans le titre, je vous ai dit qu'on parlait de la lipodystrophie et du diabète de type 1. Donc, ça veut dire quoi, ça, la lipodystrophie? C'est un grand mot chinois qui veut dire que la lipodystrophie, c'est une anomalie du tissu adipeux, ça veut dire que c'est sous la peau, qui est souvent associée avec une injection d'insuline. Donc, il se passe quelque chose en dessous de la peau qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'avoir, il faut que ça amène une problématique qui va faire en sorte qu'on ne sera pas capable d'avoir un aussi bon contrôle. Il y a deux types de lipodystrophie. On a la lipohypertrophie puis l'hypoatrophie, qui sont vraiment deux complications différentes. On va commencer avec celle qui est la moins fréquente, celle qu'on appelle la lipoatrophie. Donc, une atrophie, c'est une dépression ou un creux qui va se faire dans la peau, qui est quand même assez profond. Des fois, ça peut être superficiel, mais avec le temps, ça peut vraiment là, descendre beaucoup plus creux. C'est comme si sous la peau, ça fondait, puis qu'il y avait une disparition du sous-cutané en dessous de la peau. Ça peut varier de taille avec le temps. Je vous dirais que cette particularité-là de la lipodystrophie, elle est plutôt rare. Je vous dirais qu'on en voit de moins en moins. Mais c'est surtout chez les femmes atteintes de diabète de type 1 qui ont déjà d'autres maladies auto-immunes. Je vous montre un exemple. Ma photo est plus ou moins claire. Là, ça arrive des fois que mes photos ne sont pas toujours claires dans mon logiciel. Donc, on voit quand même qu'il y a un petit creux qui s'est installé à l'intérieur de la peau. Puis on peut le voir, peu importe le site d'injection qui est choisi, que ce soit la cuisse, que ce soit le ventre, que ce soit les fesses, que ce soit les bras. Mais sachez que les types de complications, que ce soit l'hypoatrophie ou la lipohypertrophie, sont souvent parce qu'on injecte dans la même zone. Donc, c'est une zone qui est utilisée fréquemment pour l'injection d'insuline. C'est là qu'on va avoir une complication qui va arriver. Qu'est-ce qui va causer cette lipoatrophie-là? Je vous dirais que dans les différentes études qu'on a, les hypothèses les plus importantes qu'on a, ça serait une réponse auto-immune à l'injection d'insuline. Ça veut dire que la réaction du corps à l'injection de l'insuline ferait en sorte que ça endommagerait les tissus sous la peau, ce qui ferait en sorte que ça ferait disparaître ou ça ferait fondre une partie, ce qui causerait le petit creux qu'on a à l'intérieur. Je vous disais tantôt qu'il y en avait de moins en moins. Je vous dirais que c'est très, très, très causé là, par les anciennes insulines qu'on avait, où on avait beaucoup plus de réactions auto-immunes. Maintenant, avec les nouveaux analogues qu'on a sur le marché, donc les nouvelles insulines disponibles, on en a moins, mais reste qu'on utilise encore de l'insuline qui est une hormone de croissance. Et donc, il va toujours y avoir une petite réaction auto-immune, surtout quand le corps il y a déjà une réaction auto-immune. Souvent, on peut en développer davantage à d'autres endroits. Avant que je continue, je voulais vous dire que si vous avez des questions, gênez-vous pas, il y a une petite place dans votre écran qui s'appelle Q&R, donc Q&R pour les questions et réponses. Vous pouvez les inscrire à l'intérieur, on va pouvoir les adresser à la fin de la conférence. Maintenant, si on rentre dans celle qui est la plus fréquente, qu'on appelle la lipohypertrophie,
Souvent, là, on va l'entendre parler, as-tu des lipos? Moi, j'ai des lipos, toi, t'en as-tu? Donc, le lipo est souvent le terme qui est le plus utilisé parce que la hypoatrophie, comme elle est beaucoup plus rare, on va l'adresser vraiment là, de façon plus particulière ou plus pointue avec certains patients. Quand je vous dis beaucoup plus fréquente, ça veut dire qu'on a quand même 50 à 75, donc 2-3 personnes sur 4 qui sont atteintes là, de cette complication de l'injection de l'insuline. La cause probable, je vous dirais, c'est souvent parce qu'on ne sait pas trop qu'on en a, donc on augmente la lipodystrophie parce qu'on ne sait pas trop que c'est présent, on ne sait pas trop ce qui la cause. C'est pour ça qu'on va vraiment prendre le temps de décortiquer la lipohypertrophie, qui, je pense, est une complication qui est très importante, qui est quand même assez méconnue chez nos patients. Puis malheureusement, ce n'est pas tous les professionnels de la santé qui vont avoir le temps ou qui vont prendre le temps de décortiquer avec les patients pour aller s'assurer que ce ne soit pas présent ou que si c'est présent, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? Ça veut dire quoi une lipohypertrophie? Dans le fond, c'est un épaississement du tissu cutané. C'est comme s'il y avait des petites lésions à force d'injecter toujours à la même place. Fait que se forme une espèce de petit tissu fibreux là, qui va se développer sous la peau, qui va faire en sorte que ça va gonfler, 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 gonfler. Et cet épaississement-là fait en sorte que quand on injecte régulièrement à la même place, elle va grossir, elle va se développer. Des fois, elle va devenir très haute, des fois, elle va se développer croche. Il n'y a jamais une forme qui est vraiment pareille à une autre, puis une taille qui est pareille à une autre non plus. Je vous dirais qu'au départ, quand on a de la lipohypertrophie, souvent quand je pose la question aux gens, avez-vous des bosses? Ils vont me répondre non, j'en ai pas. Puis quand je me mets à examiner, les premières qu'on va voir, avant que la bosse grossisse tellement pour qu'on puisse la voir, bien, souvent on va la sentir sous la peau. Au départ, c'est beaucoup plus facile de la sentir que de la voir, mais à un moment donné, on finit par la voir. Puis je pourrais vous dire que personnellement, dans mon quotidien, quand je fais l'examen de mes patients, des fois, à l'œil nu, je la vois, puis les patients me disent « Ah, c'est ça une hypodystrophie? Je pensais que j'avais pris un peu de poids ou que j'avais juste une petite bosse comme ça qui s'était accumulée, mais je n'ai pas l'impression que c'est là depuis longtemps. » Fait que souvent, on va le voir avec les patients, ils n'avaient pas pris conscience ou ils n'avaient pas pris le temps nécessairement d'analyser pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. On va regarder différentes photos ensemble de différents patients. Donc, si on regarde ici sur le niveau de l'abdomen, on peut voir qu'il y en a 3 fréquentes. On en a les 2 premières qui sont ici. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais à droite du nombril, là, il y en a une autre petite qui est ici à droite, qui elle aussi, elle est là, elle commence à s'installer, puisque suite à l'injection des 2 en bas, qu'on peut voir là, fréquemment, les patients vont utiliser le même endroit. Mais là, quand on change de place, si on reste encore à la même place, malheureusement, ça va redévelopper, mais à d'autres endroits. Maintenant, un autre type, comme je vous disais, des fois, les formes peuvent être différentes, la grosseur peut être différente. Donc, on a vraiment, ici, autant à gauche qu'à droite. Puis pourquoi on en voit plus à l'abdomen? Je vous dirais que les 2 endroits les plus fréquents sont l'abdomen et les cuisses. Mais l'abdomen est le numéro 1 en chef de file parce que c'est souvent l'endroit le plus facile, le plus accessible. Et souvent, on y revient de façon automatique. Fait que c'est souvent là qu'on les voit les plus. Après ça, ici, on voit un début de l'hypodystrophie, donc qui s'accumule à 3 endroits différents. Donc, on a des petites places dans là qui sont plus, si on regarde à gauche en bas, est beaucoup plus visuelles que les 2 autres, mais on les voit quand même bien. Ici, on en a une au niveau du bras, fait que je l'ai posée. On commence à voir là, sur le bras de la photo de droite, on voit une petite bosse qui commence à s'installer. Puis quand on va plus près, on est capable de voir au centre qu'il y a vraiment une petite nodule, donc un petit monticule qui est là et qui voit là, que le patient souvent va injecter à la même place. Puis là, le processus inflammatoire a commencé à s'installer. Puis là, on va voir la boule grossir si on continue de s'injecter exactement à la même endroit. Après ça, on continue avec les genoux. Vous allez me dire, ah, ça, c'est 2 genoux, mais si vous regardez comme il faut, les 2 bosses ne sont pas au même niveau. Je vous montre une petite photo à droite qui vous montre clairement que c'est en haut des genoux. Donc, on voit les 2 grosses bosses qui sont installées. Donc, cette personne-là n'injecte pas à la même place ou dans le même cadran du côté droit que de la jambe gauche. Donc, on a vraiment 2 injections très différentes qui nous montrent, par contre, qu'on injecte toujours à la même endroit au niveau de la jambe ou au niveau de l'abdomen. Quand on parle de l'hypohypertrophie, là, on a vu un peu des exemples de bosses, mais souvent, c'est difficile à concevoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un tissu fibreux sous la peau? Fait que je vais vous montrer un petit peu, si on commence avec la photo de gauche, qu'on peut voir là, que sous la peau, il y a le tissu cutané, puis en dessous du tissu cutané, on a la partie du muscle. Le tissu cutané peut être plus épais, tout dépendant d'un patient à un autre, mais reste que peu importe, quand on fait la technique d'injection, on doit s'assurer d'être dans le tissu cutané.
Là, ici, on voit à gauche un petit début de lipodystrophie. Par contre, si on continue de s'injecter, on risque de développer une qui ressemble plus au côté droit, où là, visuellement, on va la voir, alors que celle de gauche, il fallait la palper pour pouvoir la sentir. Puis quand on touche à la peau, là, comme si vous regardez la partie jaune, il y a une petite bosse, même si elle est sous la peau normale. Bien, quand on palpe l'endroit d'injection, on est capable d'aller sentir sous la peau cette zone-là qui nous permet de savoir qu'on utilise la zone, puis qu'il est en train de se développer un processus inflammatoire, puis qu'on est en train de développer un paquet de petits tissus fibreux qui va nous empêcher d'avoir une injection qui fonctionne de façon adéquate. Fait que si on revient à la photo de droite, là, on peut voir, là, il y a un petit peu de rougeur. La rougeur, c'est souvent tout le processus inflammatoire qui est derrière, qui fait en sorte que le fait de s'injecter là, bien, il va continuer à faire augmenter la lipodystrophie. Puis plus on va avoir une hypertrophie qui va s'installer, plus l'injection que vous allez donner va être plus ou moins efficace ou pas régulière non plus à cet endroit-là. Donc, on continue. Cette photo-là, je l'aime bien. C'est vraiment deux exemples de lipodystrophie. Fait qu'on a à gauche un exemple de quand on regarde à l'extérieur, parce que malheureusement, on ne voit pas à l'intérieur, mais quand on regarde, on n'a pas l'impression que cette zone-là est plus particulière qu'une autre zone. Fait que des fois, on va penser qu'on a juste un petit bourrelet ou qu'on a juste le ventre qui est un peu plus enflé, mais on ne pense pas nécessairement qu'il se passe quelque chose en dessous. Fait que là, c'est là où la photo de droite est intéressante. Elle nous permet de prendre conscience que sous la peau, les petits tissus fibreux là, sont en train de faire une espèce de grosse boule de ouate qui est complètement très dense, qui est pris ensemble, puis qui fait en sorte que quand on essaie d'injecter à l'intérieur, le liquide, il reste emprisonné, en tout cas une bonne partie, puis après ça, on ne sait pas trop ce qui est capable de se faufiler puis de sortir de cette zone-là, qui est une zone importante, qui est très, 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 très compacte, puis qui nous empêche d'être capable d'aller chercher, dans le fond, toute l'insuline qu'on voudrait, qui, elle, reste emprisonnée à l'intérieur. Je pense que c'est la photo la plus importante de la présentation pour que vous preniez conscience que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas à l'extérieur qu'il ne se passe pas quelque chose à l'intérieur. La région où vous injectez, dans le fond, est importante d'être variée parce qu'on ne veut pas aller injecter dans ce petit amoncellement-là, dans ce petit tas-là, si vous voulez, de cette petite accumulation de tissus fibreux qui va nous empêcher d'avoir une bonne absorption de notre insuline. Maintenant, qu'est-ce qui cause la lipohypertrophie? Tantôt, on a parlé du processus auto-immun, c'est-à-dire que le corps qui combat et qui fait en sorte qu'il combat l'insuline, puis là, il va réagir, puis il va faire en sorte que les tissus vont s'atrophier, donc qui vont disparaître, qui vont fondre en dessous. Alors que quand on parle de lipohypertrophie, donc on a une augmentation, un peu comme l'hyperglycémie, où la glycémie va monter. Donc, l'hypertrophie, où on va avoir une augmentation de la zone d'injection qui va gonfler. Mais on a trois causes très fréquentes. Premièrement, la durée de l'insulinothérapie. On a aussi le fait d'injecter régulièrement à la même place. Il ne faut pas oublier que l'insuline, c'est une hormone de croissance et les hormones de croissance font croître. Donc, on peut avoir une augmentation de la lipodystrophie ou la lipohypertrophie causée aussi par l'insuline. Puis, malheureusement, la réutilisation des aiguilles, ça, je pense qu'on n'y reviendra jamais assez. Le nombre de patients qui me disent « Ah, moi, des boîtes d'aiguilles, chez nous, j'en ai plein » ou « J'ai plein de cathéters qui traînent », c'est important de les changer de façon régulière. C'est une des principales causes, celle-là, puis le fait d'injecter toujours à la même place qui cause la lipodystrophie. Puis je vais vous démontrer pourquoi c'est important de faire attention. Les conséquences d'une lipohypertrophie ou de l'atrophie peut être beaucoup plus que juste esthétique. Je comprends quand on regarde visuellement, des fois les gens vont dire « ça va-tu paraître, ça va-tu disparaître ?» Je le vois à travers de mon pantalon et je vous dis, ça arrive, des patients vont rentrer dans le bureau quand j'évalue des nouveaux cas et je peux voir à travers des vêtements qu'il y a des places où il y a déjà présence de lipodystrophie. Je les vois à l'œil nu, donc je n'ai même pas besoin des fois de faire déshabiller le patient, puis je vais lui dire « Ah, toi, tu injectes toujours à la cuisson. » Elle va me dire « Pourquoi vous me dites ça? » Parce qu'on le voit. Donc, oui, c'est esthétique. Donc, souvent, les gens vont me dire « Ah, c'est pas beau, j'ai envie que ça disparaisse. » Mais au-delà de l'apparence, ce qui est super important de considérer et de faire attention, c'est que quand il y a conséquence, ça veut dire qu'il y a quelque chose au bout qui ne fonctionne pas. Si vous injectez toujours, revenez à mon petit amoncellement là, dans ma boule de tissu fibreux qui empêche l'insuline de bien passer, mais si vous injectez toujours dedans et qu'on ne sait pas trop la quantité d'insuline qui est absorbée,
bien, ça fait en sorte qu'on va beaucoup fluctuer d'une injection à une autre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien d'insuline est absorbée d'une fois à une autre, même si on se donne exactement la même quantité pour le même repas à la même endroit. Donc, c'est important de focusser sur ça en disant, je m'injecte, mais je ne sais pas de ce que je m'injecte, ce qui est utilisé ou pas. C'est pour ça que des fois, c'est dangereux quand on injecte dans une lipodystrophie de modifier nos doses ou d'essayer de se donner un bolus de correction parce que vous ne le savez pas le temps que ça va prendre pour que cette insuline-là soit bien absorbée. Quand on parle de variabilité glycémique, on a déjà eu une autre conférence sur le sujet, puis je pense que c'est un autre facteur qui est très important. Quand on regarde toutes les causes de la variabilité glycémique, un des facteurs importants est bien sûr l'injection. Ça veut dire où est-ce qu'on injecte notre insuline, comment on l'injecte, avec quel outil on l'injecte. Donc, malheureusement, la lipodystrophie est une des grandes causes de variabilité glycémique, comme je vous ai dit, à cause de la fluctuation de l'insuline. On ne sait pas ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas. S'il en passe plus que d'habitude, on peut se ramasser avec des hypoglycémies inattendues. S'il en passe moins, bien, on va se ramasser avec une hyperglycémie. Donc, le choix du site d'injection est super important. Puis, si on a beaucoup de variabilité glycémique, bien, malheureusement, ça fait augmenter le taux d'A1C. Donc, l'hémoglobine glyquée est moins bien contrôlée, ce qui va refléter du mauvais contrôle de votre diabète à cause souvent de la technique d'injection qui, malheureusement, est encore souvent ignorée ou moins pointée. On va souvent voir chez des gens ou dans leur suivi beaucoup de modifications de la thérapie sans penser que dans la thérapie, il y a bien sûr la partie de l'injection. Je vous montre un exemple d'une injection adéquate qui est faite à bon endroit. Ça veut dire qu'on a des tissus qui sont sains. Si vous regardez le sous-cutané, là, qui est les petites boules jaunes et blanches en bas, qui sont vraiment sous la peau, on est rendu à la bonne place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ramassage, d'accumulation de tissus fibreux. Donc, l'insuline peut pénétrer comme il faut à l'intérieur, puis aller s'étendre de la bonne place à l'intérieur. Donc, on est capable d'avoir un étendu puis une absorption de l'insuline qui est adéquate. Si on injecte dans un endroit où le tissu sous-cutané il est adéquat, donc ça veut dire où il n'y a pas eu d'altération, il n'y a pas de petits bleus, il n'y a pas de présence de cicatrices ou de vergetures ou de petites bosses ou de petits creux, ça veut dire que tous les tissus sont sains et sont capables d'absorber la quantité totale d'insuline qui est administrée. Donc, c'est ça qu'on veut exactement. On veut aller chercher la totalité de ce qu'on a injecté pour qu'on puisse être capable d'avoir une prédiction de ce qui va se passer. Pardon. Maintenant, si on regarde quand on parle de mauvais endroits, ça veut dire si on injecte dans la lipodystrophie, on regarde à gauche, on voit qu'on pique dedans, puis à droite, on voit le liquide qui s'accumule. Malheureusement, on ne sait pas si on injecte à l'intérieur ce qui a été absorbé. Là, je vais vous le démontrer avec des petites images maison là, que je vous ai créées. Donc, si j'injecte, par exemple, au centre de cette zone-là, on pique au milieu, on le sait qu'on pique toujours à la même place, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tout le petit processus d'inflammation en dessous, avec tous les petits motons là, de tissu adipeux qui sont là, font en sorte qu'il y a une grosse partie de l'insuline qui est prise là, qui fait qu'on ne sait pas combien il y en a accumulé. Ça se peut qu'il y en ait qui descendent plus profond, qui rentrent dans les tissus sains et qui soient capables d'être bien absorbés. Mais encore une fois, on ne sait pas combien de cette quantité-là est absorbée puis combien ne l'est pas. Si on pique un peu plus sur le côté, encore une fois, il peut y avoir une partie qui reste prise, mais une partie qui est bien absorbée. Et si on installe maintenant l'injection du côté où c'est beaucoup plus sain, donc un tissu qui est normal, sans aucune particularité, bien là, on a 100% de la dose. Donc, on prend un exemple d'un repas régulier où les patients, des fois, vont me dire « Ah, moi, je m'injecte toujours la même quantité, tous les matins, c'est simple, j'ai mon café, mon yogourt, mes 2 toasts au beurre de pinot, je me donne exactement la même affaire. Des fois, en avant-midi, je me ramasse super haut, puis des fois, en avant-midi, je me ramasse super bas. Pourtant, je n'ai rien fait de différent, j'ai toujours exactement la même routine. » Alors, c'est à ce moment-là que moi, j'ai des petites cloches qui me sonnent et qui me disent « On va regarder la technique d'injection. Ça se pourrait que l'insuline ne soit pas toujours absorbée de la même façon. Ça peut faire en sorte qu'on va se ramasser avec une grande variabilité glycémique. » Souvent, les gens vont me dire, oui, mais quand j'injecte dans ma lipodystrophie ou dans ma petite bosse, parce que c'est rare que les gens vont me dire qu'ils injectent dans leur lipodystrophie, ils vont se dire, oui, mais quand j'injecte toujours à cette place-là, je n'ai pas de douleur, puis quand je change de place, c'est plus sensible, ça pince un petit peu. C'est sûr que plus il y a de tissu adipeux, moins on a accès à la zone de terminaison nerveuse, qui peut faire en sorte qu'effectivement, on peut avoir beaucoup moins de douleurs associées. Il y a aussi le fait que
sais, quand vous vous injectez, vous devez penser à ce que vous mangez, la quantité de grammes de glucides. Est-ce que je vais bouger? J'ai-tu fait un hypo? Est-ce que j'ai besoin de m'en donner plus parce que ma glycémie est élevée? Il y a un paquet de facteurs comme ça que vous devez prendre en considération. Puis souvent, on essaie d'aller quand même vite parce que la vie va vite, notre horaire est souvent rapide. Fait qu'on y va souvent par réflexe. J'en ai besoin de d'eau, j'en donne d'eau, je m'injecte, on fait toujours le même mouvement, c'est facile. Donc, ce qu'on appelle le pilote automatique qu'on a parlé un peu au départ. C'est ça qu'il faut faire attention parce que souvent, on ne se rend pas compte du geste qu'on fait au quotidien. Des fois, les gens ne savent même pas qu'ils ont des bosses puis que les bosses peuvent amener une particularité. Puis j'aimerais ça que vous gardiez en mémoire mes deux petites images qui montrent l'extérieur puis l'intérieur parce que c'est important de savoir que si vous avez des petites bosses, il ne faut pas aller piquer à l'intérieur. Puis souvent, bien, les gens n'ont aucune idée à quel endroit je dois m'injecter. Puis c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de revenir puis de reparler avec nos intervenants pour savoir c'est où, moi, mes zones de prédilection, puis à quel endroit je devrais m'injecter, puis quels sont mes mauvais endroits. Après ça, souvent, une des questions qui revient régulièrement, c'est ça va-tu disparaître, cette bosse-là? Il n'y a pas de chiffre magique, il n'y a pas de solution magique. J'ai des patients pour qui c'est jamais disparu, autant pour la lipoatrophie que l'hypertrophie, mais souvent, 3 à 6 mois sans aucune injection à l'intérieur, donc on ne vient pas traumatiser l'endroit. On peut avoir une bonne diminution, là, au moins jusqu'à 50 de la lipohypertrophie, donc diminution de la petite bosse qui est là par diminution du processus inflammatoire. Puis dans certains cas, si ça ne fait pas longtemps qu'on injecte dedans, bien, ça peut disparaître complètement. Par contre, si ça fait des années que vous piquez dans la même bosse, je vous dirais qu'elle disparaisse complètement. Là, c'est quand même assez rare, mais ça va quand même diminuer parce que le processus inflammatoire va diminuer. Chez les gens qui ont de l'atrophie, je vous dirais que des fois, les traitements sont un peu différents. Moi, j'ai eu quelques patients, j'ai eu 3 patients, à vrai dire, pas quelques patients, mais 3, qui ont eu recours à la chirurgie plastique. Dans le fond, on a pris du tissu adipeux ailleurs, on est venu remplir la cavité pour que ce soit esthétique. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est d'arrêter d'injecter dans ces endroits-là pour s'assurer d'un meilleur contrôle. Maintenant, quand on parle de ce que je peux faire pour éviter, de défaire mon contrôle, donc d'avoir un meilleur contrôle, puis qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'en développer des lipos ou de continuer à l'augmenter? C'est un seul mot, il faut faire de la prévention. Ça veut dire qu'il faut faire les bons gestes au quotidien, injection après injection, pour que ça fonctionne de la bonne façon. Tout d'abord, c'est choisir la bonne zone. Quand on parle de zone, on parle de l'abdomen, on parle des cuisses, des fesses et des bras. Puis les bras, il faut faire attention parce qu'il faut être capable, seul, d'aller s'injecter à la bonne place, dans la bonne angle, puis vraiment dans le bon secteur. Souvent, les gens ont tendance à aller s'injecter vraiment sous l'os de l'épaule, qui est la partie beaucoup plus musculaire. C'est la partie molle qui est en dessous. Fait que souvent, c'est plus difficile. Fait que prenez le temps avec votre professionnel de la santé d'aller vérifier cette technique-là. Ensuite, au niveau de l'abdomen, souvent, l'abdomen, les gens, l'abdomen est gros comme ça, alors que l'abdomen est gros comme ça. Fait que prenez le temps de bien couvrir la zone complète de l'abdomen en faisant attention de ne pas aller trop près du nombril. Même principe avec les cuisses. Souvent, il y a des gens qui vont aller à l'intérieur, alors qu'il faut faire vraiment le cadran extérieur de la cuisse, puis le haut des fesses ou le bas du dos qui peut aussi être une zone. Donc, je pense que c'est important de regarder avec votre professionnel de la santé quelle zone est accessible, puis quelle zone je suis capable aussi d'aller m'injecter de façon sécuritaire en respectant une bonne technique. Le point numéro 2, je vous dirais que c'est le point le plus compliqué. Je ne sais pas si dans votre tête, là, quand vous regardez mon schéma, ce que vous vous dites, puis vous devez souvent vous dire « Aïe, il faut que je me souvienne de la place où je me suis injectée. » Pas sûr que je vais m'en souvenir. Fait que je vous dirais qu'il y a différentes stratégies pour arriver à un plan organisé. Ce qui est important, c'est d'en trouver un qui va fonctionner pour vous. Parce que pour avoir déjà fait des tests dans le passé, moi, je suis du type à tout essayer avec mes patients, puis je le teste moi-même pour voir si ce que je vous demande est réaliste. Puis, sincèrement, l'idée des cadrans, super intéressant, mais quand on s'injecte, par exemple, 4 fois par jour, de se rappeler exactement dans quel cadran je suis allée, parce que j'ai fait une rotation à l'intérieur de ce cadran-là, c'est pas toujours simple. Parce que les recommandations, c'est de faire attention qu'il y ait au moins une largeur d'un doigt, donc environ 2 cm entre 2 injections. Pas facile toujours de se souvenir exactement de l'endroit où on est allé. C'est ça qu'il faut faire pour être capable d'avoir une belle rotation. Il y a eu une étude qui est sortie, il y a à peu près, je pense, un petit peu avant la COVID, sur l'utilisation des aiguilles de couleur qui montre que le fait de changer de couleur peut augmenter
de façon significative la rotation des sites. Je trouve que c'est un bel outil. Personnellement, je l'utilise avec mes patients, ça fonctionne et c'est plus simple que d'utiliser le cadran avec un aide-mémoire. Vous pourriez toujours sortir une feuille puis faire des dessins, mais encore une fois, on vient alourdir la tâche de l'injection. Donc, la façon de fonctionner avec ce type d'aiguille-là, c'est que tu changes de couleur, tu changes de site ou tu changes de cadran, tout dépendant des sites que tu utilises. Fait que les options sont différentes d'un individu à un autre. Quand on regarde sur la boîte, il y a les petits cartons que vous avez à l'intérieur, la possibilité de structurer vous-même avec les petits codes de couleurs que vous pouvez aller coller. Fait que je trouve que pour moi, c'est un bel outil pour mes patients et ça fonctionne très bien. Fait qu'on peut, par exemple, avoir à gauche, si vous utilisez et l'abdomen et les cuisses, on va aller mettre des couleurs différentes. Si vous utilisez juste l'abdomen et que vous voulez vous promener dans votre abdomen, encore une fois, vous prenez des couleurs, puis vous allez les cibler ou vous pouvez faire les différentes options là, sur la partie de droite qui est vraiment l'option où je crée moi-même les endroits où je vais aller m'injecter. Comme par exemple, si vous avez de la lipodystrophie importante dans la partie qui est jaune et mauve dans la section de l'option 2, bien, ces deux zones-là ne seront pas mises, on va aller mettre des couleurs ailleurs. Puis dans une boîte de 100 aiguilles, bien, il y a 25 aiguilles de chaque couleur. Donc, vous êtes sûr de ne pas revenir plus que 25 fois dans la même zone. Fait que des fois, ça peut nous aider à avoir une meilleure rotation des sites. Fait que je pense personnellement que ça nous permet d'aller chercher une meilleure rotation des sites. Maintenant, avant chacune des injections, c'est important de juste regarder puis de passer la main, dans le fond, aller palper en zone circulaire avec les doigts pour aller voir la place où je vais aller injecter maintenant. Est-ce qu'elle est correcte ou est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est sûr qu'une fois par semaine ou une fois de temps en temps, vous devriez refaire un examen complet pour examiner puis prendre le temps de bien voir. Mais je sais, dans le quotidien, ça roule quand même vite, mais il faut quand même prendre le temps de regarder rapidement puis de vous assurer en touchant que cette zone-là est une zone saine pour une injection qui soit adéquate et surtout qu'elle soit absorbée aussi de la bonne façon. Donc, c'est super important de s'assurer que la place où l'aiguille va rentrer soit une belle place. Puis pensez encore à mon image de l'intérieur. On ne veut pas aller piquer dans cette petite bosse-là, toute prise là, de tissu adipeux qui ne sera pas capable de bien fonctionner. Tantôt, je vous ai aussi parlé du changement d'aiguille qui est très important. Là, on parle souvent de changement d'aiguille à chaque injection. Fait qu'on y revient, souvent les gens vont dire, ça change quoi de toujours piquer avec la même aiguille? Bien, ça change que la première fois, sur la petite couche il y a comme une petite couche de silicone sur l'aiguille qui permet à l'aiguille de rentrer facilement dans la peau puis de blesser le moins possible. Les aiguilles sont quand même super affûtées, donc sont très aiguisées pour rentrer rapidement. Après 2 utilisations, si vous regardez déjà sur l'image de gauche, on voit qu'elle a déjà brisé un petit peu au bout, ce qui fait en sorte que quand elle commence à rentrer cette aiguille émoussée-là, elle va arracher un petit peu la peau qui va partir avec, elle va blesser un petit peu l'intérieur. Puis si on l'utilise plusieurs fois, si on regarde la photo du bas où on voit clairement que l'aiguille est crochue, donc là, en plus d'arracher, elle va partir avec une partie à l'intérieur. Ça, c'est malheureusement avec juste 6 utilisations. Donc, si vous faites une injection, par exemple, à chaque repas, plus une au coucher, bien, c'est à peu près ce que de l'air votre aiguille après la fin de votre journée. Fait que si vous utilisez la même aiguille toute la journée, sachez que vous arrachez et que vous blessez l'endroit où vous injectez, ce qui va amener un risque de complication important. Donc, on peut voir rapidement à droite qu'une aiguille neuve puis une aiguille réutilisée n'a pas le même look, donc va aller facilement maganer ou blesser l'intérieur de votre peau. Donc, chaque fois que vous injectez, vous devriez utiliser une nouvelle aiguille. Même affaire quand on fait le changement de site avec des patients qui sont sous pompe. La recommandation est une fois ou 3 jours pour le moment. On sait que Medtronic s'en vient avec un cathéter de 7 jours où là, on va avoir d'autres problématiques. Mais c'est important de respecter nos nombres de jours. Plus on étire, plus on a de complications, plus le taux va se débalancer facilement, moins on va avoir une bonne absorption et plus la glycémie va augmenter. Donc, peu importe ce qu'on fait, on change nos aiguilles à chaque fois. Puis ici, c'est pour vous montrer un bel exemple de ce qui se passe sous votre peau quand on utilise une vieille aiguille. Ça veut dire que là, si on prend une aiguille, comme vous regardez, qui est pas mal émoussée en bas, là, qui est rendue toute croche, bien, à chaque fois qu'elle rentre, elle blesse. Donc, quand on rentre, on magane la peau, on crée des petits saignements à l'intérieur. Puis là, on voit au début de la photo, là, proche de l'injection, on voit que la zone est un petit peu plus foncée. Ça veut dire que là, il s'est formé une accumulation de sang, ce qu'on va dire un bleu ou un ecchymose. Puis à chaque fois qu'on réutilise la même aiguille, bien, on a une porte d'entrée pour les microbes, donc il y a un risque d'infection. Je suis certain que ça vous est déjà tous arrivé d'avoir une petite bosse avec un petit peu de pus qui sort.
Mais souvent, c'est la réutilisation du même site avec des vieilles aiguilles ou de garder les cathéters trop longtemps qui peuvent apparaître. Puis malheureusement, comme ça blesse, bien, on peut avoir plus de douleur à l'injection qui peut apparaître. Donc, un autre point hyper important, en plus de s'assurer que votre site soit sain, que votre technique soit bonne, puis que les aiguilles soient changées à chaque fois, c'est de prendre le temps d'effectuer un dépistage pour savoir c'est quoi qui est correct pour moi, qu'est-ce qui est le bon site, puis qu'est-ce qui est le mauvais site. Quand vous allez voir votre équipe soignante la prochaine fois, demandez-leur de prendre du temps pour examiner les sites avec vous, puis d'aller mettre des X là où il ne faut pas, puis mettre des crochets aux endroits où vous pouvez aller vous injecter pour vous assurer que la technique d'injection est adéquate. Fait que l'examen des sites, là, quand vous allez voir votre professionnel de la santé, devrait être fait à chaque fois. Donc, prenez quelques minutes pour le faire, c'est super important. Revisez aussi avec votre professionnel de la santé. Est-ce que, premièrement, j'utilise le bon outil? J'ai-tu la bonne longueur d'aiguille pour arriver vraiment sous-cutané et non pas être intramusculaire? Est-ce que j'injecte droit? Est-ce que j'injecte croche? Est-ce que j'implique à bonne place? Est-ce que je fais la bonne affaire? Donc, c'est important de s'assurer d'avoir le bon outil à la bonne endroit avec la bonne technique. Je pense que c'est des petits bouts qui sont super importants. Fait que je pense qu'il nous reste 6-7 minutes pour répondre à vos questions. J'espère avoir fait le tour de la question. Ce n'est pas un sujet qui est très long à faire le tour, mais bref, il y a quand même pas beaucoup d'informations, mais ce qu'on sait, c'est que c'est très important d'y faire attention à l'endroit où on injecte parce que ça a un impact réel et très important sur le contrôle de votre glycémie. Fait que si je commence par les premières questions, si on ne fait plus les injections sur un site qui avait été très sollicité, y a-t-il une possibilité que ça disparaisse avec le temps? Oui, on y a répondu. Comme je vous dis, par contre, il y a une possibilité que ça disparaisse. Tout dépendant le temps que vous êtes allé à l'intérieur, ça se peut là, que ce soit beaucoup plus long que d'autres, puis il y en a pour qui ça peut ne pas paraître du tout. Lorsque l'on parle de petites zones, à quel moment cela est petit, la largeur d'une pièce, mettons? Je ne suis juste pas certaine de bien comprendre. Là, la petite zone, est-ce que c'est la zone qui est choisie ou c'est la grosseur de la lipodystrophie? Si on y va avec la zone d'injection, par exemple, si on prend un abdomen, on a vu tantôt qu'il y avait 4 cadrans dans l'abdomen. Ça veut dire qu'il y a des gens souvent qui vont prendre à peu près, là, je ne sais pas moi, 2-3 pouces de zone à gauche du nombril, puis 2-3 pouces à droite. Puis ça, pour eux, c'est l'abdomen. Pour moi, ça, c'est une petite zone. Alors qu'on sait que quand on fait une injection, l'injection peut être, je vais vous montrer un petit peu sur moi, dans le fond, au moment où on a le nombril, on a toute la partie de l'abdomen qui est possible. Fait que la petite zone que souvent les gens vont cibler, elle est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Puis même, on peut aller souvent sur les côtés des flancs et même se rendre jusque dans le bas du dos. Fait que pour moi, la petite zone, c'est la grosseur de cette pièce-là, parce que sinon, vous allez sensiblement toujours revenir à la même place, alors qu'on peut vraiment avoir un beaucoup plus gros cadran. J'espère avoir répondu à votre question. C'est ce que je comprenais du moins de la question. Quelles sont les relations entre les lipos et la cellulite? La lipodystrophie, qui est causée par l'injection d'insuline, et la cellulite, c'est 2 départements différents. Par contre, quand on a de la cellulite, si on a une infection, dans le fond, qui se fait sous la peau, c'est sûr que la lipodystrophie, le fait d'aller injecter souvent à la même place, de blesser à la même place, peut augmenter le risque d'infection. Je ne sais pas si c'est ce parallèle-là que vous voulez faire entre les deux. Mais si c'est ça, oui, ça peut risquer de causer des infections, puis d'amener des bactéries, puis d'amener des problématiques. Si vous parlez de la cellulite plus du côté de l'apparence, c'est 2 départements complètement différents. Une autre question, j'ai eu des problèmes de canule qui s'est bouché après 2 jours. Est-ce que cet ensemble de perfusions sont moins problématiques? Je vous dirais que en termes de cathéter ou de système de perfusion, ça peut différer d'un patient à un autre, de la sorte d'insuline que vous utilisez à un autre et du patient aussi. Il y a des patients qui sont plus actifs, qui ont plus de muscles, dans le fond, on va essayer des fois d'éviter de descendre à 90 degrés, d'aller plus en 45. Des fois, c'est une des raisons pour lesquelles ça peut s'obstruer un petit peu plus. Ça peut être aussi la sorte d'insuline que vous utilisez. Ça peut être un paquet de facteurs. Je pense que c'est important de regarder avec votre professionnel de la santé pour décortiquer, vous, quand ça arrive, est-ce que c'est un endroit plus en particulier qu'un autre? C'est sûr que si vous piquez dans une lipodystrophie, ça se peut que ça s'obstrue plus rapidement, parce qu'à chaque fois que l'insuline sort, elle reste prise dans cette zone-là. Donc, il va se former une espèce de
de granulation là, à l'intérieur. C'est comme si l'insuline elle va comme un peu geler à l'intérieur, puis ça va faire en sorte que ça va bloquer. Donc oui, ça peut être problématique. Je pense que c'est important de vérifier avec votre professionnel de la santé ou votre équipe de pompe pour vérifier avec vous le type de canule qui devrait être utilisé. Après ça, pourquoi pas l'intérieur de la cuisse? Parce que c'est une zone qui est beaucoup plus vascularisée. Donc, souvent, on a beaucoup plus de petites terminaisons nerveuses, beaucoup plus de petits vaisseaux, donc beaucoup plus de risques à l'intérieur. Je pense que c'est important de vraiment cibler les zones extérieures, qui sont des zones où il y a plus de tissu adipeux, où on a moins de risques d'avoir une injection qui est intramusculaire. C'est important de vraiment s'assurer de respecter les zones qui sont étudiées comme étant des sites où on a une belle absorption, puis une absorption qui est un peu plus prédictive. Donc, on est capable de prédéterminer un peu plus la vitesse ou la façon dont l'insuline va travailler. Ce sont des endroits qui sont utilisés. Est-ce qu'on peut faire des lipohyperdystrophies avec des capteurs de lecteurs de glucose en continu? Oui, mais donc oui, parce que le fait d'injecter toujours à la même place reste qu'une aiguille à l'intérieur, mais je vous dirais que l'insuline aussi a un impact important. Donc, c'est une hormone de croissance, comme je vous ai dit. Ça peut faire en sorte qu'on va développer plus rapidement. Mais si vous injectez toujours votre capteur à la même place, le fait d'avoir une injection va blesser un petit peu la peau. Oui, on peut en avoir, mais elle ne sera pas à la même vitesse. Donc, ça va croître beaucoup moins rapidement, mais on peut quand même en avoir, mais qui vont être un petit peu différentes, surtout beaucoup moins problématiques. Est-ce que le massage de la zone touchée peut aider à diminuer la lipo? Pas du tout, parce que n'oubliez pas qu'à l'intérieur, c'est des tissus fibreux. Même si vous flattez ou vous massez, ça va les écraser, mais quand vous allez relâcher, ça va remonter. Un peu le même principe qu'une ouate. Si vous prenez un paquet de watts ensemble, puis que vous les prenez, puis que vous les écrasez en les massant, les watts vont s'étendre un petit peu comme un nuage, mais quand vous allez la relâcher, le nuage, il va reprendre fond. Donc, malheureusement, ça ne va pas changer rien à ce niveau-là. Dans les premières années, la seringue était en verre et donc l'aiguille, il fallait l'affiler. Je vous dirais que dans les premières aiguilles, c'est vrai qu'à l'époque, c'était toujours la même affaire qu'on utilisait. On avait beaucoup plus de problématiques aussi et on n'avait pas les mêmes qualités d'insuline non plus. Heureusement qu'on a maintenant des meilleurs outils pour être capable de vous offrir une qualité de vie meilleure. Il faut juste être capable de bien s'en occuper puis de comprendre aussi les raisons pour lesquelles c'est important de changer les aiguilles. Pas de lipo, toujours nouvelles aiguilles, mais échymose ou saignement parfois. Des fois, c'est la technique d'injection qui peut faire une différence. C'est important de rentrer droit à 90 degrés, de ressortir droit. Des fois, les gens vont rentrer droit, vont ressortir croche. Donc, ils vont arracher un petit peu la peau à l'intérieur. Ça se peut que vous accrochez un petit capillaire, donc une petite veine en passant. Sincèrement, il n'y a pas de risque. Si ça arrive souvent, peut-être revérifier avec votre professionnel de la santé. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous réagissez plus qu'un autre. Peut-être changer la sorte d'aiguille, la grosseur d'aiguille. Des fois, juste de changer de compagnie d'aiguille peut faire une différence également. L'injection à la cuisse dessus ou sur le côté de la cuisse, les recommandations sont vraiment partir, dans le fond, du milieu de la cuisse, donc là où il y a le centre, d'aller vers l'extérieur de votre cuisse, là où il y a la ligne de pantalon en temps normal. C'est toute cette zone-là aussi où il est important d'aller injecter. J'essaie d'aller vite et de répondre à tout le monde. Que pensez-vous du système Medtronic de laisser 7 jours? Sincèrement, ça fait quand même... ça doit faire un 4-5 ans qu'en congrès internationaux, on a des données avec des études qui sont faites. Moi, je pense que c'est une bonne chose. La problématique qu'on a présentement avec les cathéters, c'est que la tubulure ne permet pas une bonne perfusion après 2 ou 3 jours. C'est comme si l'insuline allait cristalliser à l'intérieur, alors que les nouvelles tubulures vont le permettre. Je pense que le fait de changer puis de rester stable à un endroit sans bouger le cathéter non plus pour ne pas blesser, mais d'avoir une meilleure transition de zone va peut-être vous aider à avoir une diminution du risque de développer des lipodystrophies, mais surtout une meilleure qualité de vie. Le fait de changer aux 7 jours et cathéter et le CGM va faire en sorte que ça va être plus facile en tout cas dans votre quotidien, ça c'est certain. Dernière question en bas. Je suis diabétique depuis 43 ans. Je suis incapable de m'injecter que ce soit du capteur Dexcom ou stylo au niveau du bras, car des grosses bosses sur chaque bras et grosses douleurs. Sur le ventre, autour du nombril, effectivement, 2 autres bosses. J'essaie juste de lire rapidement. Sincèrement, je pense que, encore une fois, je vous retourne à votre professionnel de la santé parce que je ne peux pas vous examiner,
mais c'est sûrement d'aller à l'extérieur de la zone d'injection sans nécessairement changer d'endroit, puis de regarder l'outil qui est installé. Est-ce que vous prenez le bon outil pour vous? Est-ce que vous prenez la bonne sorte d'aiguille? Des fois, juste de changer de sorte peut faire une différence, puis d'examiner votre technique. Est-ce que votre technique, elle est vraiment bien faite? Encore une fois, revenez encore à la conduite automobile. Si on y va rapidement, puis qu'on le fait de façon automatique, des fois, ça peut arriver qu'on se laisse. Des fois, on pense qu'on est correct, puis des fois, juste de revérifier tout ça nous permet là, de remettre un peu en place la technique puis de voir les bons outils. Les sites d'injection à l'abdomen, le plus souvent sur le côté, est moins accrocheur. Fait que oui, il y a des endroits meilleurs que d'autres, mais encore une fois, ça dépend du patient, ça dépend de son travail, ça dépend d'un paquet de facteurs. Fait que je pense qu'on a fait le tour des questions, à moins là, que je n'ai pas répondu à tous. Sinon, je pense que oui. Les aiguilles, est-ce que les aiguilles sont couvertes par la RAMQ? Oui, les aiguilles sont couvertes par la RAMQ. Je vous dirais que des fois, c'est au niveau des assurances que ça peut être un peu problématique. Mais habituellement, tout ce qui est couvert par la RAMQ est couvert par les assurances. Donc, vérifiez si jamais vous avez une réponse négative. Vous pouvez toujours demander à votre médecin de spécifier qu'il y a la présence de l'hypodystrophie puis que c'est un outil qui peut vous aider. Mais jusqu'à maintenant, nous, on en a beaucoup de prescriptions et je n'ai jamais eu de refus ni de la RAMQ ni des assurances privées. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. J'aimerais ça que vous gardiez en mémoire que la place où vous injectez est aussi importante que la quantité que vous vous injectez. Donc, en espérant que ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle de votre diabète, puis que vous allez pouvoir avoir retenu le fait que tu as toujours pensé, quand je vois quelque chose de l'extérieur, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, d'où l'importance d'examiner, puis de se toucher, puis de regarder à l'œil nu pour être sûr que les zones où on va sont des zones qui sont vraiment avec une peau saine dans laquelle on va avoir une injection qui va être bien absorbée, puis on va avoir une belle réponse de l'insuline en bout de ligne. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une excellente journée.